Bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphane Lebert, je travaille avec Zatrac. Et on va parler d'une situation qu'ont déjà rencontré normalement toutes les personnes qui font de forensic memory, donc l'analyse de dump mémoire. C'est-à-dire que là c'est moi sur ma chaise en train de rager devant le PC parce que Volatility ou WinDBG il refuse de charger mon dump, mon crash dump, enfin mon dump mémoire. Donc le but du jeu, c'est de partir de ce constat-là, et puis à un moment de se dire comment est-ce que je peux réussir à l'analyser d'une part, et d'autre part de détecter des potentiels rootkits en noyau. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait des dumps mémoire? Déjà, ça nous permet d'avoir un snapshot, donc un état à un instant T, une image de notre système d'exploitation, de tout ce qui est en train de se passer. Donc ça sert de preuve et on va pouvoir l'utiliser pour collecter, pour voir plein de choses. C'est relativement rapide puisqu'on fait que lire en mémoire et écrire sur disque. Et c'est assez simple. Si on prend l'outil Dumpit ici, qui est développé par Comae, Mathieu Swish, on a juste à double-cliquer dessus, on fait OK, et ça nous fait un crash dump à côté, qui est une image de notre RAM. Donc, créer un dump de RAM, c'est facile. Enfin, entre guillemets, c'est facile. On lance un exe, ça nous crache un dump mémoire. Par contre, créer un dump mémoire qu'on peut analyser correctement, ça, c'est un autre challenge. Alors, en parlant de challenge, quand on fait du CTF, parfois on a des dumps mémoire analysés, mais généralement, si on prend un VMware, on va avoir un point VMM, donc une image mémoire qui a été faite proprement, avec de la virtualisation, donc on aura quelque chose qui sera propre. On va pouvoir l'analyser, c'est un instant T. Le problème, c'est que dans la vraie vie, quand on fait du forensic, la plupart du temps, on est obligé de lancer des outils de collecte, comme Dumpit, et ces outils de collecte, ils vont collecter la RAM, mais pour l'écrire sur disque, ça prend du temps quand même. Et donc, pendant que ces secondes, minutes de lecture-écriture, le système, il va vivre, il va lancer des processus, il va détruire des processus, il va faire plein de choses, et ce qui fait que notre état mémoire, à la fin, sera altéré par rapport à ce qu'on a voulu prendre. Mais on n'a pas le choix, on va devoir se débrouiller avec. Si on prend l'exemple suivant, on lance notre copie mémoire, donc on récupère de la mémoire, on arrive sur Data 2, des Data 2, notre OS, au bout d'un moment, il fait bon, c'est bon, là, on va s'arrêter au niveau du dump. Je vais redonner la main à d'autres process, il faut quand même qu'ils vivent le système. Donc, d'autres process se passent. Pour une raison X ou Y, la data 1 a été déplacée, un bout de la data 3 aussi. Puis, on redonne la main à notre processus et on continue notre dump mémoire. Mais résultat, on va récupérer une autre mémoire que ce qu'il y avait au moment où on a lancé notre application. Et à la fin, on a le résultat avec data 2, data 3, et on a perdu un bout de data 3 et data 1. On peut avoir aussi de la mémoire en doublon, ce genre de choses. Donc on arrive avec un dump mémoire corrompu, et le but du jeu, ça va être de l'analyser. Alors, pour faire un dump mémoire propre, on a en gros deux solutions. Un peu plus en fait, mais là j'en ai exposé deux. Déjà, on peut freezer l'OS. Donc on lui empêche toutes les instructions, toutes les interruptions qui pourraient arriver depuis le système. Et on lui dit non, tu fais que la copie mémoire sur le disque. Bon, en réalité, il va quand même falloir gérer ça un peu mieux, parce que bon, pour communiquer avec le disque dur, il va falloir aussi des interruptions. Donc bon, on se prend la queue un petit peu. Donc ça va être un problème, parce qu'en attendant, on va recevoir des paquets réseau qu'on va pas pouvoir traiter, on va recevoir aussi du scheduling, donc des interruptions régulièrement, qui doivent être gérées. Donc au mieux, on aura tout un tas de données qu'on va devoir dépiler après, et résultat, ça va être le foin. Au pire, ça va blue screener dès qu'on va relancer. En parlant de blue screen, c'est un autre moyen de faire un dump mémoire. On provoque un écran bleu, tout le système est frisé, on fait un état de la RAM, donc qui est propre pour le coup, et on relance le PC. Et là, vous avez un memory dump tout propre. C'est pas super cool si vous arrivez en réponse à incident et que vous commencez à dire on va faire blue screener votre contrôleur de domaine. L'admin n'est pas souvent ultra fan. J'en ai vu qui le font quand même, hein, mais bon, on peut avoir d'autres réponses sur incident, mais pas les mêmes pour le coup. Le problème, c'est que quand on fait un dump mémoire en vrai, c'est-à-dire avec un dump it ou quelque chose comme ça, donc l'état mémoire est altéré au fur et à mesure. Et résultat, on arrive avec 10 à 20% de ce que j'ai pu voir de dump mémoire qu'on ne peut tout simplement pas analyser parce que Volatility nous dit ah non, j'arrive pas à me retrouver là-dedans, et WinDBG nous fait ah les symboles, j'arrive pas à m'en sortir. Donc le but du jeu, ça va être de réussir quand même à analyser un dump mémoire quand les outils standards n'arrivent pas à l'analyser. Ça, c'est la première étape.
Alors pour ça, donc, je vais me concentrer sur du dumpit, hein, un format que tout le monde peut récupérer, enfin un exécutable que tout le monde peut récupérer, qui nous met ça dans un format de crash dump. Le format de crash dump, c'est un fichier qui va avec un header, qui va nous dire comment sera formaté notre mémoire. Le format crash dump, c'est aussi ce qui est utilisé pour les mini-dumps. Les mini-dumps, si vous regardez les specs, c'est l'enfer. Ceux qui ont suivi mon talk l'année dernière sur NTFS, les mini-dumps, c'est pire. Donc voilà, c'est vraiment pas cool. Mais là, on va être sur du dump mémoire contigu, donc ça va être quand même beaucoup plus simple. On va avoir au tout début du fichier, donc là, on vient d'ouvrir notre point DMP, hein, notre image mémoire. On va avoir un magic qui est page. Si c'est ça, bon, déjà, il y a de bonnes chances que ce soit un bon dump mémoire. Ensuite, on va voir notre architecture. Ici, on ne va parler que de Windows 64. Parce que les personnes qui ont Windows 32 bits et qui ne veulent pas avoir de rootkit, ils cherchent quand même. Ensuite, en 0x88, on va avoir le nombre de pages physiques qui ont été dumpées. Alors, page physique au sens plage physique, session. Puis, en 0x90, on va avoir la taille à dumper. Ici, 1 giga, donc c'était une VM de 1 giga que j'avais faite. Voilà, ça nous permet de voir un petit peu, d'estimer un petit peu combien on a stocké. Ensuite, à partir de 0x98, on va avoir une série de 2 fois 8 octets, qui est la base de notre page physique. On est en adresse physique, pas en adresse virtuelle. Et la taille de la mémoire qui a été collectée. À chaque fois, on multiplie par 0x1000, parce que tout est aligné sur 4096. Et à chaque fois, donc, on va prendre la première fois donc, 1, donc 1000 en base, on lit le nombre d'octets, puis on repart de là, la base suivante. Donc on aura une image de notre RAM qui ne sera pas complète, mais qui sera quand même très représentative. En tout cas, c'est ce qu'on peut dumper depuis le noyau. Il y a 4 informations qui peuvent nous intéresser, qui sont données aussi dans le format de crash dump. On va avoir le CR3, qui est la base de notre pagination, la base de notre système de translation mémoire, depuis mémoire virtuelle tout physique. On va avoir la PFN database, qu'on ne va pas évoquer ici. La PS loaded module list, qui est notre liste des drivers qui sont chargés sur le système. Et la PS active process id. Cette adresse-là, c'est tout simplement la liste de nos processus qui sont chaînés. Alors bon, c'est super, on a une représentation physique de notre mémoire maintenant, on sait la parser, aller représenter notre RAM. Maintenant, on aimerait bien pouvoir aller l'adresser en virtuel, puisque d'habitude, sur notre système d'exploitation, on utilise des adresses virtuelles. Donc on va devoir passer d'une adresse virtuelle à une adresse physique qu'on voudrait accéder. Pour ça, c'est le CPU qui le fait. Et c'est plus particulièrement le MMU, le Memory Manager Unit du CPU, qui va s'en occuper. Ce système-là, en 64 bits, il est splitté en 4 tables qui vont se succéder. Certains ont déjà vu peut-être ce schéma-là. Donc on part de notre CR3, notre base de pagination. On arrive, donc ça c'est l'adresse physique, ça va nous donner une page de 0x1000. On va prendre notre adresse mémoire, on va la découper en plusieurs morceaux. Alors les couleurs ne sont pas exactes parce qu'en fait les bits tombent au milieu des caractères, au milieu des nibbles. Donc ça ne va pas être exactement ça, mais on s'en fout. On va avoir donc au tout début un premier index qui va nous dire bah tiens voilà, alors mon index dans la première page, ça va être ça. Et lui, il va contenir l'adresse de la page suivante à adresser. On pointe donc sur la première s'appelle ML4 ou aussi appelée PXE. On va pointer vers la PDPE ou la PPE. On va prendre les bits suivants, donc là ça fait 0 tout simplement. Donc ça sera le premier index de la page suivante. Et on rejoue ça sur la PDE et la PTE. On arrive à la PTE, on va encore avoir un index. Et cette fois-ci, on va pointer vers une page mémoire qui fera 0x1000. Si on regarde les 3 caractères noirs, bah, c'est tout simplement la taille de la page. Et on va aller chercher un offset dans cette page-là. Tout simplement. Alors, là, je vous ai parlé d'entrée. Une entrée, concrètement, ça se représente comme ça. Il y a quelques bits en plus, mais ça dépend où est-ce qu'on se situe. Globalement, c'est ça. On a donc en bit 63 le bit NX. C'est un bit de non-exécution, c'est-à-dire si la page n'a pas le droit d'être exécutée, ça peut être bien dans un certain nombre de cas.
Ensuite, on a des bits software, alors qui sont définis maintenant par une spec dans Intel, mais on ne va pas s'en occuper parce que c'est pas encore un problème dans les, pas déjà dans les CPU et puis dans les OS. Ensuite, on a l'adresse de la page physique suivante qu'on va devoir aller chercher. Et ensuite, on a 3 bits qui vont nous intéresser. Ces 3 bits-là, on va avoir le bit, est-ce que la page est présente? Si le bit est à 0, la page n'est pas présente, ça ne sert à rien d'essayer d'y accéder. Et on arrête tout de suite notre translation, adresse virtuelle, tout adresse physique. Donc ça, c'est le bit de présence. S'il est à 1, ok, la page est présente. On va pouvoir potentiellement y accéder. Ensuite, est-ce qu'elle est accessible en écriture? Puis, est-ce qu'elle est en userland ou en noyau? Donc avec tout ça, c'est super, on va pouvoir aller chercher nos pages mémoire directement en adresse virtuelle. Quand on accède à la page suivante, donc on va passer par la PXE, PPE, PDE, PTE, et on arrive sur la PTE, et là d'un seul coup, on voit, on a 60 à la fin, et donc comme le dernier nibble c'est 0, on a le bit de présent qui est à 0, donc la page n'est pas présente. Ça, c'est des choses Windows. Alors, quand nous, on utilise sur notre OS, ça ne change rien. C'est géré en soft, c'est transparent pour nous. Mais en tant que forensique, on va devoir prendre ce cas en compte parce que c'est un cas qui existe et on va quand même devoir pouvoir adresser la page parce qu'elle existe en vrai. Et en réalité, on va avoir le bit 11, qui est un bit software, et qui s'appelle le bit de transition. Et ce bit-là dit qu'en fait, si la page existe, on va pouvoir y accéder, c'est une bonne page. C'est tout simplement dans un working space. Donc voilà, si on a le bit de transition, on va considérer que la page est valide. On continue un petit peu à cartographier en virtuel notre OS, on va tomber sur d'autres bizarreries. Comme par exemple, là, ici, un 0x400. Donc là, on n'a pas le bit de transition, qui est le bit 8. On a le bit 10 qui est positionné, on n'a aucun autre bit, on n'a aucune autre info. Ok, ça marche. Donc bienvenue dans l'entrée la plus, à mon sens, la plus what the fuck qu'on puisse trouver au niveau pagination. En réalité, c'est traité en soft, puisque la page n'est pas présente, ça va être l'OS, le noyau qui va la traiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 derniers octets, c'est pour ce qui s'appelle les prototypes PTE. C'est des PTE qui sont donc la dernière page de pagination, qui peuvent être partagés entre plusieurs espaces mémoire. On ne va pas rentrer dans le détail. En gros, il faut prendre les 2 derniers octets, on les dégage et on déplace toute l'adresse, toute la donnée. Et ça, ce qu'on a après, c'est une adresse mémoire, une adresse virtuelle. Donc on la met en contigu, puisque là, il va falloir remettre df, puisqu'on est parti dans la partie non canonique. On accède à cette adresse mémoire-là, en virtuel, et on va récupérer donc une nouvelle entrée. Et cette entrée-là, ça va être l'entrée qu'on aurait dû avoir dans notre PTE. C'est une PTE partagée. Donc là, comme ça, et là, on voit une adresse qui est présente. Si on regarde avec WinDBG et qu'on accède à la même adresse mémoire, on lit 8 octets et on voit qu'on a exactement la même chose. Donc lui, il le fait de façon transparente, mais nous, comme on est en train de tout recoder, on ne peut pas le faire de façon transparente et on est obligé de le gérer. Autre chose, sous Windows ou même d'autres OS, on aime bien pouvoir quand même essayer d'éviter d'avoir à désactiver la pagination pour accéder à des pages physiques. Un bon moyen d'éviter de faire ça, c'est de se référencer soi-même ses propres tables de pagination pour pouvoir y accéder et les modifier. Le but du jeu, c'est aussi qu'on ne prenne pas plus d'espace mémoire pour les cartographier, parce que sinon, au bout d'un moment, on va se mordre la queue. Ce qui se passe, c'est qu'on référence une adresse, donc la 0xF68, qui va juste pointer sur la page de pagination elle-même, la PML4. La première page, elle va avoir un index, où cet index-là va repointer sur elle-même. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? En fait, on a vu qu'on prenait des bits dans notre adresse pour aller chercher des pages mémoire. Donc si on sélectionne avec ces bits-là, cet index, le rouge, eh bien on va revenir sur notre PML4. Et là, on va passer à notre deuxième page mémoire, sauf qu'en fait, on est sur notre première. Puis on va pouvoir, si on veut, repartir encore à cet index-là. Et on va revenir sur la même adresse mémoire. Et on peut faire des boucles comme ça, et par exemple, au bout de 3 itérations, on va se dire, notre 4e page mémoire, on va aller chercher directement un autre index. Et là, on va pouvoir lire ainsi la PPE, la page suivante. Et de cette façon, on va pouvoir adresser et accéder
à tout notre espace de pagination et notre système de pagination directement depuis des adresses mémoire virtuelles. De façon un peu plus claire, ici, on a F68 qui sont les premiers bits pour l'index 0,1 EED. Cet index-là, c'est lui qui va pointer sur lui-même. On voit que le CR3 en 0x187000 va revenir sur lui-même. On va remettre ce même index, donc le 0x1ED, en PPE. On va refaire un deuxième tour. On revient sur soi-même. Puis après, on peut lui demander encore de refaire un tour sur lui-même. Donc là, on arrive sur la PDE. Puis on refait encore un tour sur lui-même. Là, on arrive sur la PTE et donc on va pouvoir accéder à notre donnée. Ici, quand on voit au dernier round, on voit qu'on a fait à chaque fois des tours sur la même adresse physique. Ce qui fait que là, on a affiché un bout de notre PML4, de notre première page de pagination, de notre première table. Et on va pouvoir la lire, voire la modifier en noyau. On voit que c'est une adresse statique, puisque c'est un index, on va toujours devoir retaper le même index. Donc oui, on va avoir une adresse statique. Ça, sous Windows, il y a de la SLR. Et la SLR, ça n'aime pas trop les adresses statiques. Et il est possible que, en 2015, j'ai publié un paper sur comment on pouvait bypasser en remote la SLR de Windows 10, la SLR noyau de Windows 10 sans aucune fuite. Bon, j'utilisais aussi des tricks dans la HAL HIP. Et tout ça, ça a été patché quelques mois après la publication par MS, donc c'est bien, ils sont réactifs. Mais souvenons-nous de ce qui s'est passé en janvier. En janvier, on a eu Spectre, Meltdown, tout ça. Et MS nous a sorti un patch à la va-vite pour corriger cette vulnérabilité-là. Ils ont un peu raté sur Windows 7 64 bits. Si on regarde ici, donc là on était dans le système de safe paging, ça s'appelle. Et on retourne voir notre 0xF68. Et on a donc l'adresse de notre CR3. Donc jusqu'à là, tout est normal, tout va bien. On est sur un self-mapping. Mais regardez les bits. On est en 0x67. Ça veut dire que la page est présente. Elle est accessible en écriture, mais elle est aussi accessible en userland. Mais on est sur des adresses noyaux. Et le mode utilisateur n'a jamais à pouvoir accéder à des adresses en noyau. Donc je me dis, tiens, je vais essayer d'allier XCD. Donc je sors x64dbg, je mets l'adresse, et il me dit, non mec, ton adresse elle est invalide, c'est pas possible. Comment ça? Je viens de voir qu'elle est accessible. Donc j'allais voir dans NTOS kernel, j'ai regardé comment est-ce que, en noyau, il va la chercher. Et là, on voit qu'il il fait une comparaison avec l'adresse la plus haute possible en userland, et si jamais elle est plus haute, il dit, ah non, c'est pas possible, tu vas faire un access violation. Et il nous retourne directement un access violation, alors qu'il n'y a jamais eu d'access violation. Ok, bon, on ne peut pas se baser sur les API Windows, donc on va le faire à la main, avec une seule instruction, en demandant d'aller chercher l'adresse suivante directement au niveau CPU, puisque c'est le CPU qui résout notre espace, notre adressage. Et là, on voit que RAX a pu récupérer l'adresse de notre PML4, puisque j'ai utilisé la même adresse que tout à l'heure, qui permettait de récupérer les informations qu'il y a dans notre PML4 dans la dernière table. Ça, c'est le CVE 2018-1038. Et vous voyez, là, il y a l'exploit au tableau. C'est en C, ça prend quelques lignes. Et voilà le résultat que ça donne. On peut donc afficher tout notre espace en noyau et le modifier. Le bit de write était présent. Et donc, on va pouvoir réécrire tous nos systèmes de droit noyau et faire tout ce qu'on veut. Là, c'est la fête. Donc voilà, vous voyez, le POC n'est pas compliqué. Alors, ensuite, le self-mapping, bon, c'est cool, c'est marrant, ça permet de faire un exploit en janvier. Mais en forensique, ça peut aussi avoir quelques intérêts. Par exemple, quand on fait un dump mémoire, assez souvent, ce qui se passe, le problème qu'il y a, c'est que le temps qu'on fasse notre copie, on a vu qu'au niveau adresse mémoire, on se base sur une PML4, sur une adresse de pagination, une première page qu'on va devoir utiliser pour processer toute notre suite d'indexation. Parfois, le problème, c'est cette page-là, elle bouge. Parce que le scheduling, tout ça. Et résultat, comme notre page, elle a bougé, entre le début et la fin de notre dump, on va avoir un index de pagination qui va avoir de la data, entre guillemets, random, en tout cas pas celle qu'on a besoin. Peut-être que le self-mapping, ça va être intéressant pour nous, parce que c'est une particularité
très forte de se référencer soi-même. Et en plus, on va avoir des structures autour. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher dans notre crash dump, parser tous les 0x1000 octets, jusqu'à trouver une adresse qui se référence elle-même, qui a l'air de correspondre à une PML4, et vérifier que les index qui sont utilisés derrière repointent bien sur des choses qui ont l'air d'avoir une tête de PPE. Et si c'est le cas, on va pouvoir dire, écoute, le CR3 que tu avais, la base de pagination, ça c'est mauvais, celui-là il est pas bon, tu prends pas celui-là et tu prends celui-là à la place. Et là, magiquement, on va pouvoir analyser notre mémoire un certain nombre de fois. Bon, c'est cool, hein. Maintenant on arrive à retrouver notre base de pagination et on arrive à réadresser notre adresse mémoire à peu près totalement. Le problème, c'est que notre but, c'est quand même de trouver des rootkits. Donc comment on va faire? Alors, on va avoir besoin déjà d'adresser l'espace mémoire de tout l'OS. Et pour ça, on va devoir utiliser deux structures qui vont nous intéresser. Les adresses de process, enfin la structure de process, et de modules. Le problème, c'est que pour ça, quand on regarde WinDBG par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les symboles de Windows, donc il connaît les structures qui vont être référencées, et il va les utiliser pour se débrouiller. Volatility, lui, il fait un autre système, et il fait, OK, bon, je reconnais ton OS, c'est ça, maintenant, on va prendre, ton OS, c'est ça, donc les structures, c'est ça, je vais les appliquer. Résultat, quand il tombe sur, admettons, une nouvelle version de Windows, il n'aura pas les structures, donc il va se viander. Personnellement, je suis un gros feignant et j'aime pas me baser sur des symboles parce que en réponse à un incident, quand je suis sur des réseaux déconnectés, tout ça, j'ai pas forcément accès à toute la base de symboles de Microsoft. Et je vais pas me baser sur Volatility parce que dans un certain nombre de cas, comme on l'a vu, ça ne convient pas à mes attentes. Donc, on va recoder aussi un moyen de pouvoir identifier les structures qui soient génériques de Windows 7 à Windows 10, parce que les précédents, on va considérer comme ils sont plus supportés, puis personne ne les a sur son parc. Et on va essayer de trouver dynamiquement les structures. La première qu'on va faire, c'est l'active PS Active Process ID. Vous vous souvenez, elle fait partie de nos adresses qui sont mises dans le crash dump. Donc on a déjà une adresse virtuelle vers lui. On a pu résoudre notre espace mémoire, et donc on va pouvoir y accéder. La première, ça c'est tout simplement nos e-process, ça s'appelle, les structures e-process. Et la première, c'est celle de système, et qui va avoir plusieurs valeurs intéressantes. Si on regarde la e-process, on voit qu'on a la directory table, donc, qui représente notre CR3. On va avoir unique process ID, qui représente notre process ID, tout simplement, notre PID. L'active process link, qui va être une liste doublement chaînée, qui va nous permettre d'aller lister tous les processus qui sont chargés, qui sont en cours d'exécution. On va avoir inherited from unique process ID, c'est tout simplement le parent de process ID, le PPID, et l'image file name, le nom du processus. En réalité, il y en a quelques autres intéressantes, mais voilà, on va se limiter à ça, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que d'une version à l'autre de Windows, ces structures-là vont changer. Il va y avoir les informations plus ou moins haut, avec des nouveaux champs qui sont arrivés, des choses comme ça. Donc, comme on ne veut pas utiliser ni de symbole, ni de structure de base, on va devoir se débrouiller et essayer de trouver des astuces. Alors, quand notre pointeur PS Active Process ID, en réalité, elle pointe sur notre list entry. Donc, on est déjà sur la liste qui va nous permettre de parser tous les processus. Globalement, ça va nous donner quelque chose comme ça. On va avoir notre CR3 quelque part au-dessus. On va avoir notre process unique ID, donc notre PID, qui normalement est juste au-dessus de notre liste. Un peu plus bas, on aura notre PPID. Et encore plus bas, normalement, on a notre nom de programme. On va avoir comme ça pour tous les process. Le CR3, c'est notre base de pagination. On a vu qu'on avait un moyen de la vérifier. Vérifier si c'est bien une adresse de pagination. Donc on va pouvoir retrouver quelque chose qui ressemble à une adresse de pagination. On va donc pouvoir retrouver notre entrée CR3 pour chaque process. On pointe sur le premier process, c'est système. Les systèmes, son PID, c'est 4. Donc on va pouvoir essayer de retrouver un 4 pour faire, bon, ça, il y a des chances quand même que ce soit notre process ID. Normalement, il est juste au-dessus.
Puis, on va rechercher le parent process ID. On va essayer de trouver un 0, puisque le premier process, il n'a pas de parent, c'est 0. Puis, on va essayer de trouver la string système. Bon, là, on n'est pas sûr, parce que 0, il y en a quelques autres. Hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le process suivant et on va valider toutes nos idées. Est-ce que le CR3, bah oui, ça ressemble bien à une page, à une PML4 de l'autre côté aussi. Ok, c'est cool. Bon, le PID, on n'a pas trop de chance, hein, ça va être compliqué. Le parent process ID, bah, on va vérifier qu'on a bien 4 à la place de 0 à cet offset-là. Si c'est le cas, bah, on a gagné. Et enfin, à la place de système, comme nom de process, on va avoir SMSS parce que c'est le premier programme qui est exécuté après système, qui est une sorte de métaprocess pour le coup. Et voilà, et de cette façon-là, en brute forçant, entre guillemets, on va pouvoir retrouver les offsets de notre structure et on va pouvoir se débrouiller sans rien. Ensuite, on va pouvoir essayer de réappliquer la même chose sur la liste des modules. Parce que bon, les process, c'est cool, on l'a fait. Mais nous, on va vouloir taper les rootkits. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est la liste des modules. La liste des modules, elle est pointée par la PS loaded module list. La PS loaded module list, elle est présentée comme ça. On a une liste entry qui va se référencer. Puis un peu plus bas, on va avoir une image base. Et on va avoir un P-Unicode sur le nom. On va réappliquer la même logique que tout à l'heure. Et on va tomber sur quelque chose comme ça. Alors en réalité, la PS loaded module list, elle est alloquée en tagged pool. Donc c'est-à-dire c'est des allocations, c'est comme le tas mais en noyau. Et il va y avoir des tags. Donc ici, le tag c'est MMLD pour Memory Management, donc Loaded Driver j'aurais dit, mais c'est du guess, qui est juste au-dessus de notre liste entry. Donc on va pouvoir vérifier est-ce que on a bien un header de pool, de tas pour la pile, pour le noyau, pardon. On va avoir une image base. L'image base, ça va être un pointeur sur un PE, sur un exécutable. Donc on va voir MZ au début, puis PE, tout ça. On va pouvoir vérifier qu'on a bien un exécutable qui est pointé. Et enfin, le pointeur vers NTOS kernel, ça respecte le format P-Unicode, qui est un format en gros avec la taille max, la taille normale et un pointeur sur la string en Unicode, et ça c'est relativement facile à trouver, sachant que ça pointe toujours sur notre premier driver, qui est NTOS kernel, et donc on va pouvoir vérifier que c'est bien cette string-là qui est pointée. Encore une fois, on réapplique ça sur les drivers suivants pour vérifier qu'on a bien récupéré la liste. Et comme tout à l'heure, alors j'en ai pas parlé juste là, on pouvait, en parsant ça, réussir à lister les modules. Là, c'est juste en utilisant ces informations-là, réussir à relister les process. On va pouvoir de la même façon relister les modules qui sont chargés en mémoire. Donc c'est cool, super, on est capable de lister nos modules. Maintenant, ce qu'on veut, c'est détecter des rootkits. Alors, on va parler de 2 moyens assez simples pour réussir à identifier des rootkits sur une machine. La première, c'est d'essayer de trouver des PE qui sont unmappés en mémoire. Le rootkit, quand il va se charger, il ne va pas trop avoir envie qu'on vienne le retrouver en faisant juste un list module dans WinDBG. Donc, il va faire en sorte de se cacher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parser, crawler l'espace mémoire pour essayer de retrouver des choses qui ressemblent à des rootkits, à des exécutables. Enfin, des rootkits, oui. On ne sait pas encore si c'est des rootkits, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des exécutables. Donc, en scannant notre espace mémoire, on va tomber sur des entêtes PE avec du code exécutable derrière. Et si on a un en-tête PE de l'exécutable, on peut se douter qu'on a un driver qui peut être utilisé en noyau. Alors là, on scanne que l'espace noyau. Et donc, on va regarder, est-ce que cette adresse-là, elle est présente dans notre liste des drivers? Et si oui, c'est super. Et sinon, on a peut-être un petit problème. En faisant ça sur un PC, on trouve 2 anomalies. La deuxième, en fait, il nous dit elle n'est pas mappée, mais par contre, il n'y a pas de point texte, donc il n'y a pas de code exécutable. Bon, je dis point texte, mais ça pourrait être juste une section exécutable. Mais par contre, il n'y a qu'un point RSRC. Oui. Donc, c'est de la ressource, ça. C'est juste, en fait, un driver qui va être utilisé pour récupérer les ressources donc, de la langue utilisée par l'OS. Et ceux-là, ils ne sont pas forcément référencés dans la liste des modules. Donc à savoir, c'est un petit truc à savoir parce que sinon vous en avez plein qui sortent et qui ne sont pas mappés. En revanche, on a une autre anomalie qui est un peu plus dérangeante à mon sens.
c'est qu'on va avoir un header qui a été réécrit. Alors, ce header réécrit, il est présent ici. On voit qu'au début, on a 0,0, alors que normalement, on a en tête MZ. Si, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est noyau, tout ce qui est PE, on va avoir en 0x3c l'FANU. Et en 0x3c, on va avoir donc l'offset de notre PE, de notre header PE, qui commence par PE, et qui est donc là en 0xD8. Et là, encore une fois, on a 0,0 à la place de PE. Mais par contre, c'est marrant, tout le reste, c'est présent. This program cannot be run in DOS mode, et ainsi de suite. Donc on a bien un exécutable, on peut vérifier que c'est bien exécutable. De toute façon, on a vu qu'il y avait du code exécutable. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais sous Windows, les seules zones qui ont le droit normalement d'avoir du code exécutable, c'est les drivers. Il n'y a pas de JIT, de just-in-time en noyau dans Windows. Donc un code exécutable, normalement, il est appliqué à un driver. Normalement. Et là, pour le coup, on va avoir donc, nos deux tags, juste nos deux magic qui ont été réécrits. Et ça, cette réécriture de PE et ce déréférencement de la liste des modules, c'est ce que fait le rootkit Turlas, NEC, Uroburos. Et ça, c'est une version de 2017 que j'ai utilisée pour ce test. Autre chose qui peut être pas mal pour rechercher sur le disque, enfin sur le disque en mémoire, un rootkit, c'est de vérifier un petit peu l'intégrité des drivers et du noyau. Et être sûr que quand on exécute les choses en noyau, les choses s'exécutent bien. Parce que là, on a juste vérifié est-ce que tous les modules sont listés. C'est cool, mais bon, les modules ils peuvent être modifiés aussi. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de reparser notre espace mémoire, mais en essayant de vérifier que notre espace, que ce qu'il y a dans les modules, le code exécutable dans les modules, soit bien le même que ce qu'on a sur disque, puisqu'ils ont été chargés normalement depuis le disque dur. Alors, pour mettre certains hooks en mémoire, donc réécrire certains espaces mémoire dans des drivers, parfois, il faut bypasser PatchGuard, ce qui est un autre challenge. On ne l'abordera pas ici, mais parfois, il faut quand même, ça demande un petit ticket d'entrée. Mais il y a des rootkits, il y a des développeurs de rootkits qui payent ce ticket d'entrée pour pouvoir aller poser leur rootkit et ne pas se faire voir. Et donc comme ça, en récupérant les données exécutables de nos drivers et en les comparant à ce qu'il y a sur disque, on va pouvoir identifier des choses comme ça, qui sont des... donc là, on scannait l'espace mémoire, et on tombe sur Atapor. Atapor, c'est le driver qui gère tout ce qui est IDE. Donc qui va gérer nos accès disques. Ce qui fait qu'en fait, si vous regardez les listes de chaînage et drivers, tout ça, pour pouvoir accéder à vos données sur le disque dur, tout sera normal, tout se passera bien, tout sera beau. Par contre, au moment où vous allez essayer, dans le flow d'exécution, d'aller accéder à vos données sur le disque dur, le code va être redirigé vers le malware, vers le rootkit, là on le voit ici, et à ce moment-là, lui, il va faire son filtrage. Donc vous pouvez essayer d'aller y accéder même en passant par le C2 points, comme ça on se dit ah on arrive directement sur le file system, tout va bien se passer. Non, non. Là c'est directement le driver de communication avec votre disque. Et si on regarde les instructions, on avait mauvais RSP, sub RSP pardon, 0x28, mauvais RAX, keyboard, blablabla, et donc un prologue. Et ça a été remplacé par mauvais RAX, une adresse, qui étonnamment n'est mappé sur aucun driver, JumperAX. Donc c'est tout simplement un hook en 64 bits. Et celui-là, c'est le rootkit GAPS, la version A. Donc il n'est pas tout jeune, mais il marche bien. Qui était présent. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours et qui peut être fait relativement facilement. Alors, en conclusion, on peut toujours faire de l'analyse mémoire, même sur un dump à moitié, aux 3/4 corrompu. C'est pas un souci. Ça se fait bien, 3/4 corrompu. Alors, ouais, ça dépend. Si vous avez coupé la copie en plein milieu et que les 3/4 sont à 0, non, cherchez pas trop fort. Vous devriez avoir du mal à le remonter. Mais voilà, à partir du moment où la corruption ne touche pas vos données les plus critiques, et normalement, la majorité de vos pages mémoire physiques restent les mêmes, on va pouvoir, avec un peu de magie voodoo, comme vous avez vu, réussir à retrouver un état virtuel et pouvoir parser cet état virtuel.
La plupart des rootkits également, par les deux méthodes que je vous ai présentées, sont identifiables. Actuellement, franchement, ouais, il y en a quelques-uns qui passent pas, mais la plupart du temps, les rootkits essayent de s'enlever de la liste des modules, donc de ça déjà, on a vu qu'on le voit, et de modifier leur environnement. Donc juste avec ces deux méthodes-là, à partir du moment où on a un dump mémoire complet, on va pouvoir aller processer pour retrouver l'espace mémoire et retrouver de potentiels rootkits. Merci pour votre attention. Avez-vous des questions? Merci Stéphane. Merci Stéphane. On a le temps pour au moins 4 questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Une question ici en bas. Ça arrive. Levez la main s'il vous plaît. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressante. J'avais juste une question sur les mécanismes de cartographie des processus et des modules. Ne sont-ils pas intégrés directement dans les volatilités et Consort? C'est juste un travail, entre guillemets, de scripting, enfin de parsing, de crawling qui est fait. Ils ne peuvent pas être intégrés dans des outils, on va dire, plus humains? Si, c'est totalement intégrable. C'est pas le modèle qui a été choisi, j'imagine, pour des risques de faux positifs. Puisque personnellement, quand j'analyse mes dumps mémoire, si j'ai un faux positif, je le règle à la main. Ça m'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui peut arriver. Ces structures-là, j'ai choisi de les retrouver en dynamique. C'est pour ça que j'ai dû prendre un autre procédé. Pour WinDBG, comme il va chercher les symboles, il est sûr d'avoir les bonnes informations. Et pour Volatility, il a ses structures en dur, donc normalement il ne se trompe pas. Donc normalement c'est entre guillemets le moyen le plus sûr. Mais on n'est pas générique et je préférerais avoir un seul code générique plutôt que de devoir maintenir des structures, tout ça, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai pas autant d'aura que Volatility, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas d'autres questions? Si? Non? Tu as vu? Ah pardon, l'idéalement, voilà, si vous levez, on peut bien vous voir. Merci. T'as l'œil. Merci beaucoup. Du coup, j'avais une question vis-à-vis de ces méthodes de détection. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui pour les malwares du coup, qui pourraient se cacher de ça en fait, par rapport à ce que tu as fait? Ah oui, complètement. Là, j'ai présenté deux méthodes qui sont relativement simples. Le but du jeu, c'est que ça puisse être facilement réimplémenté. Mais vous avez des drivers qui se mettent dans des structures non documentées. Alors là, je l'ai marqué sur le slide, mais je n'en ai pas parlé. Par exemple, la liste des modules, elle n'est pas documentée. Pourtant, ça pourrait l'être. Mais on va avoir plein d'autres structures. Par exemple, j'avais fait un paper là, sur Turla. Il y a des rootkits. Le rootkit Turla, en fait, espionne les communications réseau. Dans le driver, en fait, se met en callback dans le driver NetIO, ce qui permet, en fait, quand on remonte les informations réseau vers le userland, vers le handle qui est ouvert, eh bien, ça passe par le driver NetIO qui fait l'input-output réseau. Et lui, il va récupérer cette information-là, il va traiter les communications réseau. Ça, c'est des structures non documentées. Et donc, quelqu'un qui se mettrait, il a un driver signé, tout ça, eh bien, on le verrait dans aucune callback, puisque c'est pas documenté, soit on sait les faire à la barre, soit on les fait pas. Et résultat, comme personne ne les faisait, en tout cas je l'ai pas vu, ce driver-là n'était pas identifié dans cette structure. Donc voilà, il est possible quand même de trouver des choses sans paraître louche et quand même de s'intégrer dans des structures non documentées. Il y en a d'autres aussi, ça c'est déjà arrivé aussi, qui se mettent carrément dans les structures de PatchGuard pour se faire non voir au mieux et au pire protégé par PatchGuard. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir, merci.